Pendant les 6 jours qui ont suivi la disparition d'Amelia Earhart, les opérateurs radio ont entendu des messages désespérés, puis des bruits d'eau et enfin le silence. La marine a fouillé 250 000 miles carrés d'océan et n'a rien trouvé. Ils ont dit qu'elle s'était écrasée et avait coulé. Mais des rapports sur des signaux provenant d'une île minuscule ont été cachés dans les dossiers du gouvernement. Les scientifiques viennent de décoder ces transmissions à l'aide d'une nouvelle technologie. Ils ont tracé chaque signal jusqu'au même endroit. Voici la réponse finale à la question de savoir ce qui est arrivé à Amelia Earhart et pourquoi les autorités ont déformé l'histoire. L'histoire d'Amelia Earhart n'a pas commencé avec les avions. Elle a commencé en 1897 dans la paisible ville d'Atchison, au Kansas, où elle est née dans une famille qui oscillait entre la richesse et le chaos. Son père, Edwin, travaillait comme avocat spécialisé dans les chemins de fer, mais luttait contre l'alcoolisme. La famille n'est donc jamais restée longtemps au même endroit. Sa mère, Amy, venait d'un milieu riche et n'avait aucune envie d'élever ses filles comme il se doit. Elle a refusé d'imposer à Amelia des rôles traditionnels. Un jour, Amelia peut se promener en calèche dans le manoir de ses grands-parents. Le lendemain, elle essaiera d'ignorer les crises de colère de son père. Ce mélange de privilèges et d'instabilité lui a donné du cran. Avant même d'avoir 10 ans, Amelia avait déjà appris à aller de l'avant. Quoi qu'il arrive, elle n'était pas comme les autres filles. Pendant qu'il jouait à la poupée, Amelia grimpait aux arbres, construisait des rampes de luge et tirait sur des rats avec une carabine 22. Sa grand-mère lui a même construit une rampe sur mesure pour son traîneau. C'était rapide, sauvage et dangereux, exactement comme Amelia l'aimait. Un jour, elle a pris des planches, une caisse et a construit des montagnes russes artisanales. Il s'est écrasé. Elle s'est fait des bleus. Mais elle ne s'en est pas souciée. Elle a juste crié. C'est comme voler. Cette période de folie n'était pas une phase. C'était le début de quelque chose de bien plus grand. Sa famille a continué à déménager. Et elle aussi. Entre 1913 et 1916, Amelia a fréquenté 6 lycées différents en 4 ans. Elle est passée de Kansas City à Chicago, sans jamais rester longtemps, en s'adaptant constamment. La plupart des enfants se seraient effondrés. Mais Amelia a appris à s'adapter rapidement, à se faire des amis facilement et à aborder de nouveaux lieux avec confiance. Chaque nouvelle école est un défi, mais au lieu d'avoir peur du changement, elle commence à en avoir envie. Lorsqu'elle obtient son diplôme de la Hyde Park High School en 1916, elle n'est pas seulement curieuse du monde, elle est prête à l'explorer. Puis vint la Première Guerre mondiale. Amelia a 20 ans lorsqu'elle prend une décision audacieuse. Elle abandonne l'école Ogans en Pennsylvanie, où elle était formée pour devenir une dame raffinée, et se rend à Toronto pour travailler dans un hôpital militaire. Elle devient aide-soignante à l'hôpital Spadina, effectuant des gardes de 12 heures pour s'occuper des soldats blessés et des victimes de la grippe espagnole. C'était difficile. Les blessures étaient brutales. La maladie était mortelle, mais elle n'a pas bronché. La plupart des femmes dans sa position ne l'auraient pas fait. Mais Amelia n'était pas la plupart des femmes. Elle voulait être utile. Elle a vu la bravoure tous les jours, sur les visages des soldats, dans les pilotes qui s'envolaient vers la bataille. Elle a gardé cet esprit. Tout change en décembre 1920, lorsque Amelia se rend à un meeting aérien à Long Beach, en Californie. Un pilote du nom de Frank Hawks lui propose de faire un petit tour en biplan. Son père a payé $10 pour les 10 minutes de vol. Un plaisir coûteux à l'époque. Mais une fois dans les airs, un déclic s'est produit. L'avion monte à 300 pieds et Amelia ressent quelque chose qu'elle n'avait jamais ressenti auparavant. La liberté. Elle a su immédiatement qu'elle devait voler. Rien d'autre ne comptait. En 6 mois seulement, elle a économisé un $0 pour des leçons de pilotage. Une somme énorme pour une femme en 1921. Elle a eu des emplois difficiles. A conduit un camion de gravier, a travaillé dans un studio de photographie et a répondu au téléphone. Chaque centime a été consacré à des leçons avec une femme nommée Anita Netta Snook. Netta n'a que 24 ans et à peine 2 ans d'expérience de vol. Mais à l'époque, cela fait d'elle une vétérane. Les avions étaient dangereux. Il n'y avait pas de dispositif de sécurité. Les cockpits étaient ouverts.
Les moteurs tombaient souvent en panne. Un pilote sur 6 meurt dans un accident. Netta elle-même avait survécu à un crash en atterrissant dans une botte de foin. Amelia s'en moque. Elle était accrochée. Elle s'est révélée rapide. Le 22 octobre 1922, moins de 2 ans après son premier vol, Amelia volait en solo à une altitude de 14 000 pieds. Aucune femme ne l'avait fait auparavant. Elle l'a fait à bord d'un Kinner Air Sturgeon qu'elle a appelé le Canary. L'avion n'avait qu'une puissance de 60 chevaux et pouvait à peine atteindre 85 miles par heure. Il n'était pas conçu pour voler à haute altitude. Il n'y avait pas d'oxygène et le cockpit était grand ouvert. Il y faisait 20 degrés. Ses moteurs ont commencé à cracher. Elle aurait pu faire demi-tour, mais elle ne l'a pas fait. Elle est allée de l'avant, au péril de sa vie, pour établir un record. Lorsqu'elle a atterri après près de 3 heures, elle avait tellement froid que des personnes ont dû l'aider à sortir du cockpit. Elle n'était pas seulement audacieuse, elle était déterminée. Le 16 mai 1923, à seulement 26 ans, Amelia est devenue la 16e femme au monde à obtenir une licence internationale de pilote. Il n'y a pas que la paperasserie. Elle a dû passer des examens difficiles sur la navigation, la mécanique, la météo et le droit. Elle doit voler devant des inspecteurs européens stricts qui ne font pas confiance aux femmes pilotes américaines. Elle a réussi. À une époque où il y avait moins de 200 femmes pilotes licenciées dans le monde, Amelia a rejoint un groupe d'élite. Et elle le fait plus rapidement que beaucoup d'hommes qui avaient des années d'expérience en plus. En juin 1928, Amelia Earhart a fait la une des journaux du monde entier. Elle vient de traverser l'océan Atlantique en avion, devenant ainsi la première femme à le faire. Mais il y avait un hic. Elle n'a pas piloté l'avion. Elle est assise à l'arrière du Friendship, un avion Fokker piloté par Wilmer Stoltz et Lewis Gordon. Le voyage a duré 20 heures et 40 minutes. Ils sont partis du port de Trapassy, à Terre-Neuve, et ont atterri à Buryport, au pays de Galles. Lorsqu'ils ont atterri, la foule les a acclamés. Il y a eu des célébrations à New York, un défilé, une visite à la Maison-Blanche. Mais Amelia connaissait la vérité. Elle n'a jamais touché aux commandes. Elle a même déclaré aux journalistes que c'était Stoltz qui pilotait. Elle a dû. Je n'étais qu'un bagage, un sac de pommes de terre. Elle sourit devant les caméras, mais au fond d'elle-même, elle ne se sent pas à sa place. Tout le monde la voyait comme une héroïne, mais elle ne l'avait pas encore méritée. Pas dans ses yeux. Ce sentiment l'accompagnera jusqu'en 1932, date à laquelle elle traversera enfin l'Atlantique en solitaire. Ce vol de 1928 avait été planifié dans les moindres détails. Mais ce n'était pas le plan d'Amelia. Tout a commencé avec Amy Phipps Guest, une femme riche qui voulait être la première passagère à traverser l'Atlantique. Lorsque sa famille l'a dissuadée de le faire, elle a décidé de financer le voyage malgré tout, mais avec quelqu'un d'autre. Elle avait besoin d'une femme avec le bon look et la bonne image. George Palmer Putnam entre en scène. C'est un grand éditeur qui vient de faire fortune en aidant Charles Lindbergh à vendre son autobiographie. Lindbergh en avait tiré 250 000 $ et Putnam en avait vendu plus de 650 000 exemplaires. Ainsi, lorsque Guest eut besoin de quelqu'un pour transformer son idée en un événement public, elle appela Putnam. Il a cherché la bonne femme et a trouvé Earhart. À l'époque, elle était inconnue, une pilote comme les autres, mais elle avait l'allure, le charme et une confiance tranquille qui attiraient les gens. Leur première rencontre était strictement professionnelle, mais les choses ont changé. Ils avaient beaucoup de choses en commun. La randonnée, la natation, le camping, le tennis, le golf. Earhart finit par s'installer chez Putnam pour qu'il puisse travailler sur un livre. Il était encore marié, mais sa femme l'avait quitté pour voyager avec un homme plus jeune. En 1931, Amelia et Putnam se sont mariés. Après le vol, Putnam se met au travail. Il savait comment construire une marque. Il a aidé Amelia à écrire un livre intitulé 20 Hours, 40 Men. Il est sorti en 1928 et a connu un grand succès. Mais le livre n'est qu'un début. Putnam organise des tournées de conférences dans tout le pays. Il lui a fait signer des contrats d'endossement pour des bagages, et même pour les cigarettes Lucky Strike. Cette dernière n'a pas été bien accueillie. Le magazine McCall's a cessé de travailler avec elle à cause de cela. Pourtant,
La célébrité ne cesse de croître. En octobre 1928, quelques mois seulement après le vol, Earhart est devenue la première femme rédactrice en chef du magazine Cosmopolitan dans le domaine de l'aviation. Elle a écrit des articles pour des magazines et des journaux, et même pour le National Geographic. Son deuxième livre, The Fun of It, publié en 1932, a contribué à faire d'elle la femme pilote la plus célèbre du monde. Mais Amelia ne voulait pas seulement être célèbre. Elle voulait aussi aider d'autres femmes à voler. En 1929, après avoir participé au Women's Air Derby, elle a réuni un groupe de femmes pilotes. À l'époque, il n'y avait que 285 femmes pilotes licenciées dans l'ensemble des États-Unis. 99 d'entre elles se sont inscrites. C'est ainsi que sont nés les 99s. C'était plus qu'un club. Il s'agissait d'un système de soutien pour les femmes dans l'aviation, un domaine qui était encore presque entièrement dirigé par des hommes. C'est lors du Women's Air Derby de 1929 qu'Amelia a vraiment commencé à montrer à quel point elle pouvait être compétitive. La presse s'en est moquée en l'appelant Powder Puff Derby. Mais la course elle-même n'était pas une plaisanterie. Elle allait de Santa Monica, en Californie, à Cleveland, dans l'Ohio. Elle s'est arrêtée dans des villes comme Phoenix, El Paso, Fort Worth et St. Louis. Il s'est déroulé sur 8 jours difficiles au mois d'août. Pour participer, les pilotes devaient avoir effectué 5 heures de vol en solo et 25 heures de vol à travers le pays. Ils avaient également besoin de 2 licences, l'une de l'U.S. Commerce et une autre de la Fédération aéronautique internationale. 20 femmes se sont inscrites. Seules 14 ont terminé. On pilot, Marvel Crossan, est mort dans un accident. Ruth Nichols a été blessée dans un accident et a dû abandonner. Certaines femmes ont même accusé d'autres femmes de sabotage. Earhart a également rencontré des difficultés. Son hélice a été endommagée au début de la course. Les officiels ont interrompu toute la compétition pour lui permettre de le réparer, une faveur qui n'a pas été accordée à d'autres pilotes comme Pancho Barnes, qui s'est écrasé plus tard et n'a pas bénéficié d'une telle aide. Malgré tout, Amelia Atenuban, elle termine 5e au classement général. Louise Taden a remporté la course avec un temps de 20 heures, 19 minutes et 4 secondes. Mais Amelia avait fait ses preuves. Elle n'était plus seulement un visage pour les couvertures de magazines. C'était une compétitrice sérieuse. Lorsqu'elle descendit de l'avion à Cincinnati et qu'elle fit face à une foule de gens, elle leur dit sans détour que les femmes pouvaient voler aussi bien que les hommes. Le 20 mai 1932, elle décolle de Terre-Neuve à bord de son Lockheed Vega rouge et traverse l'Atlantique en solitaire. Le vol a duré 14 heures et 56 minutes. Elle a perdu son altimètre, a volé dans le brouillard, a lutté contre le givrage des ailes et a vu des flammes jaillir d'un tuyau d'échappement fissuré. Sa jauge de carburant est également tombée en panne, mais elle a réussi. Elle atterrit en Irlande du Nord et devient la première femme à traverser l'Atlantique en solo et sans escale. Elle a reçu la Distinguished Flying Cross, croix du service distingué dans l'aviation. Aucune femme avant elle ne l'avait fait. Puis, en août, elle s'est surpassée. Elle a volé en solo à travers tous les États-Unis. De Los Angeles à Newark. Ce vol a duré près de 19 heures. Elle a volé dans des conditions de chaleur extrême, d'air raréfié et de tempête. C'était épuisant. Mais elle a établi un record de vitesse et prouvé que son vol vers l'Atlantique n'était pas dû à la chance. Amelia Earhart avait déjà battu des records, remporté des prix et accompli presque tout ce qu'une femme pouvait faire dans le domaine de l'aviation. Mais en 1936, elle n'en peut plus. Elle voulait un dernier défi. Un défi qui la pousserait à dépasser ses limites. Elle s'est donc fixée pour objectif de réaliser quelque chose que personne n'avait fait auparavant. Faire le tour du monde en avion. Non pas par le chemin le plus court, mais le long de l'équateur. Ce serait la plus longue circumnavigation jamais tentée. Elle ne cherchait pas seulement la gloire. Elle était prête à tout. Earhart a hypothéqué son avenir pour réaliser ce rêve. L'université de Purdue l'a soutenue par le biais d'un fonds de recherche, et elle a utilisé cet argent pour construire un avion spécial, un Lockheed Electra 10. Il était équipé de réservoirs de carburant supplémentaires pour les longs vols et avait été conçu pour répondre à ses besoins exacts.
publiquement. Elle a nié avoir eu un tel projet à l'arrivée de l'avion. Mais derrière les portes closes, Son Mary, George Putnam avait déjà pris contact avec Eleanor Roosevelt et le département d'État pour obtenir de l'aide pour la mission. C'est alors que survient la catastrophe. Le 17 mars 1937, Amelia et son équipage décollent d'Oakland et atteignent Honolulu, établissant un nouveau record de temps. Mais alors qu'ils se préparent pour la deuxième étape du voyage vers l'île Howland, tout s'écroule. Le 20 mars, l'Electra décolle de Luke Field à 5h53. Le temps est calme, mais quelques secondes après le décollage, l'avion dévie vers la droite, puis vers la gauche, et échappe violemment à tout contrôle. Il semble que la roue droite ait subi la plus grande partie de la pression jusqu'à ce qu'elle s'effondre. Puis la roue gauche a cédé à son tour. L'avion a dérapé sur le ventre, projetant des étincelles alors qu'il tournait et s'est écrasé sur la piste. Les dégâts sont considérables. Ailes, gouvernail, motors, stabilisator, tout est détruit. Les gens ont débattu de ce qui s'est passé. Certains ont parlé de l'éclatement d'un pneu. D'autres ont blâmé le train d'atterrissage. Certains ont même évoqué une erreur de pilotage. Mais personne n'avait de réponse claire. Ce crash n'était pas seulement un échec. Il s'agissait d'un avertissement. Mais Earhart n'en a pas tenu compte. Et pire encore, elle a fait une série de choix risqués. Lorsque l'un des membres de l'équipage, Harry Manning, est parti après l'accident, il ne lui restait plus que Fred Noonan. Tous deux n'étant pas formés au code Morse, Earhart se prime la clé télégraphique. Elle l'appelait poids mort. Elle a également renoncé à l'antenne traînante, indispensable pour utiliser la fréquence d'urgence de 500 kHz. Elle a donc opté pour la radio vocale. Mais les signaux vocaux ne portaient pas aussi loin au-dessus du Pacifique. En cas de problème, elle serait isolée. Et elle savait que l'île Howland, longue de 2 miles et large d'1 mile, était presque invisible depuis le ciel. Perdre la communication signifiait perdre tout espoir de la trouver. Même Noonan n'était pas le choix le plus sûr. Il avait une solide expérience, avait travaillé pour Pan Am et connaissait la navigation céleste. Mais il avait aussi un sérieux problème d'alcool. Des rumeurs l'ont suivi pendant des années. Un rapport de police de 1937, mentionné plus tard dans un livre, affirme qu'il buvait pendant son service. Que ce soit vrai ou non, Earhart connaissait sa réputation. Elle a même fait allusion à des problèmes dans un message à son mari, disant qu'il y avait des problèmes d'inaptitude du personnel et des malentendus à la radio. La plupart des gens ont cru qu'elle parlait de Noonan. Malgré tout, elle a décidé d'aller de l'avant. Après avoir réparé l'Electra et réacheminé le voyage, elle recommence. Cette fois-ci, d'Oakland à Miami, en mai 1937, d'où elle a effectué son dernier vol mondial le 1er juin. Elle se rend d'abord à Porto Rico, puis en Afrique, en Inde et en Asie du Sud-Est. Le 17 juin, elle a volé sans escale de la mer Rouge à Karachi, ce que personne n'avait fait auparavant. C'était audacieux, risqué et épuisant. Mais l'épuisement commence à la rattraper. À Bandung, elle a attrapé la dysenterie et a dû se reposer pendant des jours. Entre-temps, l'avion a de nouveau besoin de réparation. Malgré tout, elle continue à avancer. Le 29 juin, il atteint Lé, en Nouvelle-Guinée. C'est la dernière étape avant la traversée du Pacifique. 2156 miles jusqu'à l'île Howland. Le voyage durera plus de 18 heures. Le 2 juillet, à 10 heures du matin, il décolle de Lé. L'Electra était plein, environ 1100 gallons de carburant. Cela aurait dû leur donner 20 à 24 heures de vol. Mais la chaleur à Lé a dilué le carburant, réduisant ainsi son efficacité. Ils ont probablement perdu 30 minutes de temps de vol avant même de décoller. Puis vinrent les vents. Un fort vent de face de 26 mètres s'est abattu sur eux tout au long du trajet, ce qui a transformé leur voyage de 2556 miles en quelque chose de plus proche de 3100. C'était allé trop loin. De retour près de l'île Howland, le navire Itasca des gardes-côtes était prêt. Mais les choses ont encore mal tourné. À Miami, Earhart avait retiré son antenne longue portée. Elle ne pouvait plus capter les signaux des navires sur la bande des 504 Hz. Pire encore. Elle a donné à l'Itasca la mauvaise fréquence.
7,5 tersetimers. L'équipement de navigation de son avion ne pouvait pas prendre des repères sur une fréquence aussi élevée. Les Tasca pouvaient entendre sa voix, mais elles ne les entendaient pas du tout. À 7:42, ils reçoivent un dernier message clair. Nous devons être sur vous, mais nous ne pouvons pas vous voir. Il n'y a plus de gaz. Impossible de vous joindre par radio. Volant à 1000 pieds. Les Tasca continuent d'émettre. Même San Francisco pouvait les entendre. Mais la radio d'Earhart n'a jamais capté le moindre mot. À 8:43, plus de 20 heures après le décollage, sa dernière transmission est arrivée. Nous sommes sur la ligne 157-337, qui va du nord au sud. Cela signifie qu'ils volaient d'avant en arrière le long d'une ligne de navigation, en essayant de repérer l'île Howland, et ils savaient qu'ils étaient proches. Mais ils n'arrivaient pas à la trouver, et ils n'avaient presque plus de carburant. Les experts radio ont par la suite déclaré que son comportement était étrange. Elle n'a pas envoyé assez de mises à jour. Elle a attendu trop longtemps entre les transmissions. Son équipement s'affaiblit, tout comme son énergie. Ses derniers mots promettaient un dernier message. Elle n'est jamais venue. Lorsque la nouvelle de sa disparition s'est répandue, le président Roosevelt a ordonné des recherches massives. Il s'agit des recherches aériennes et maritimes les plus coûteuses de l'histoire des États-Unis. De l'histoire des États-Unis à l'époque. Elle a coûté 4 millions de dollars, soit environ 80 millions de dollars aujourd'hui. 9 navires, 66 avions. La marine a balayé plus de 250 000 miles carrés d'océan. Le cuirassé USS Colorado a lancé des avions à flotteurs. Le porte-avions USS Lexington a déployé plus de 60 avions. L'Itasca a même brûlé de l'huile en surface, essayant de créer des colonnes de fumée. Mais rien n'y fait. Par un chaud d'après-midi de juillet 1937, Betty Klink, Quinn's aunt, était assise sur le sol de sa maison de Floride, faisant tourner le cadran de la radio familiale. Vers 3 heures du soir, très bruyante, Betty Klink est assise sur le sol de sa maison en Floride. Elle s'est arrêtée. Une voix de femme se fait entendre, tremblante et désespérée. « C'est Amelia Earhart. C'est Amelia Earhart », répétait-elle. Betty s'est figée. Pendant les 3 heures qui suivent, elle écoute, choquée. La femme à la radio appelait à l'aide, se disputait avec un homme qui semblait blessé et désorienté. Parfois, il se disputait le micro. Parfois, la femme criait simplement, terrifiée, alors que l'eau montait autour d'eux. Betty a pris un carnet qu'elle utilisait pour les paroles de chansons et a commencé à tout écrire. Le signal s'affaiblit et disparaît. Les minutes s'écoulent d'entre les messages. Elle est restée jusqu'à 18h15. Sans savoir qu'elle serait peut-être la dernière personne à entendre Amelia Earhart vivante. Des décennies plus tard, des scientifiques modernes prouveront qu'elle ne l'avait pas imaginé. Un groupe de recherche appelé TGAR a réanalysé 120 signaux radio signalés dans les jours qui ont suivi la disparition d'Earhart. À l'aide d'outils modernes, de modèles informatiques, de simulations de signaux et de cartes de propagation, ils ont découvert que 57 d'entre eux étaient réels. Il ne s'agissait pas de simples bruits, ni de canulars, mais de véritables émissions de l'avion d'Amelia. Et ils ont localisé les signaux à un endroit, l'île de Nekumaroro. Elle se trouvait à environ 350 miles au sud-est de sa cible, l'île Howland. Cela a tout changé. Earhart ne s'est donc pas écrasé directement dans l'océan. Son avion a atterri sur la terre ferme, toujours sur ses roues, et y est resté pendant des jours. L'une des stations de radio les plus proches de l'île a signalé une voix claire utilisant l'indicatif KQQ, celui d'Earhart. Plus les stations étaient éloignées, plus la voix était faible. Mais le schéma se maintenait. Quelque chose émettait depuis Nekumaroro. Mais comment Betty, une adolescente de Floride, a-t-elle pu l'entendre à 4000 miles de distance? C'est là que les choses deviennent étranges. La radio d'Earhart avait 2 fréquences principales, 3105 et 6210 kHz. Mais elle créait également des harmoniques, des signaux forts à des fréquences multipliées, comme des échos. Certaines de ces harmoniques sont atterries juste au bon endroit pour rebondir sur l'ionosphère. Elles ont traversé le ciel. Betty possédait une antenne filaire de 60 pieds dans son jardin.
Et il se trouve qu'elle était parfaitement réglée pour recevoir ces signaux. Alors que personne ne voulait qu'elle entende Amelia, la physique a fait en sorte que cela se produise. Ce que Betty et les autres ont entendu n'était pas seulement statique. C'était un cauchemar de 6 jours qui se déroulait en temps réel. Le premier signal confirmé est arrivé le 2 juillet à Dix 8 à 55 p.m. Il était faible, mais les gardes-côtes l'ont enregistré. Au cours des jours suivants, les messages sont devenus plus clairs et plus effrayants. « Il y a de l'eau jusqu'aux genoux », a écrit Betty. « Laissez-moi sortir. » Au Canada, une femme a entendu « Nous ne pouvons pas tenir plus longtemps ». Un autre message disait « Toujours en vie. Dépêchez-vous. Dites à votre mari que tout va bien. La marée est devenue leur ennemi. » Lorsque l'eau a envahi le moteur, ils n'ont pas pu transmettre. Ils ont donc attendu la marée basse, appelant chaque nuit pendant quelques heures seulement. Le 5 juillet, presque tous les messages parlaient d'eau. Le dernier message connu date du 9 juillet. Puis, c'est le silence. 3 ans plus tard, en 1940, un nouvel élément est apparu. Un officier britannique de Nikumaroro, Gerald Gallagher, a trouvé un crâne humain sous un arbre. À proximité, il a trouvé d'autres ossements, une bouteille, une chaussure de femme et une vieille boîte de sextant. Il a envoyé les os à Fidji, où un médecin a déclaré qu'ils appartenaient à un homme. L'affaire a été classée jusqu'en 2018. Un anthropologue moderne, Richard Jantz, a utilisé de nouvelles techniques pour comparer les anciennes mesures au corps d'Earhart. Il a constaté que les os correspondaient mieux à la jeune femme que 99% des personnes figurant dans la base de données mondiale. Mais les os ont disparu. Seules les notes ont été conservées. Ce n'est pas tout. En 1991, un morceau d'aluminium a été trouvé sur l'île. Il mesurait 19 pouces sur 23 et correspondait à un écusson apposé sur l'avion d'Earhart en remplacement d'une vitre arrière. Des photos prises à Miami avant le décollage de l'avion montraient clairement l'écusson, les rivets, les dimensions, toutes s'alignaient. D'autres pièces d'avion ont également été trouvées, fabriquées à partir de matériaux Lockheed datant du milieu des années 1930. Certaines étaient endommagées par la chaleur mais n'avaient pas fondu, ce qui laisse supposer un incendie. Ces pièces ont été emportées par les colons pour l'artisanat, mais elles faisaient autrefois partie de quelque chose de plus grand. Viennent ensuite les objets personnels. Un pot de crème contre les taches de rousseur. Earhart avait des taches de rousseur et en était gêné. Verre à fondue, utilisé pour faire bouillir de l'eau. Pièce de maquillage, UNUS. Couteau à main fabriqué, démonté pour les pièces détachées. Une fermeture éclair à talons, fabriquée entre 1933 et 1936. Ce sont de petites choses, mais elles racontent une grande histoire. Quelqu'un, probablement une femme, a vécu là, a lotté là, a essayé de survivre. Une photographie prise à la fin de l'année 1937 montre quelque chose d'étrange. Elle a été prise par un officier britannique en visite sur l'île et montre l'ancienne épave d'un navire. Mais des décennies plus tard, une forme floue dans l'eau ressemblait à un train d'atterrissage d'avion. Les analystes ont déclaré qu'elle correspondait à l'assemblage des roues du Lockheed Electra. Elle s'est peut-être cassée à l'atterrissage. Peut-être que l'océan l'a finalement emportée. En 2017, le monde s'est à nouveau arrêté. Une photo a fait surface à partir de la base de données de l'US, National Archives. Elle montre 2 personnages sur un quai des îles Marshall. L'une, peut-être Earhart, l'autre, Noonan, à l'arrière-plan. Un navire remorque ce qui semble être un avion. Certains pensaient que c'était de la preuve que les Japonais les avaient capturés. Mais les experts ont rapidement démoli cette théorie. Aucun soldat japonais n'était visible. Il n'existe aucune trace officielle de sa capture. Et le chaos de la guerre a effacé bien des vérités. La théorie la plus étrange prétendait qu'elle vivait sous un nouveau nom, Irene Bolam, en tant que banquière du New Jersey. Un homme a juré l'avoir vue lors d'un rassemblement de pilotes dans les procès qui ont suivi. La véritable Irene Bolam a prouvé qui elle était. Dossiers, licences et photos à l'appui. Pourtant, la rumeur ne s'est jamais éteinte. En 2024, l'espoir renaît. Un ancien pilote de l'armée de l'air, Tony Romeo,
a dépensé 11 millions de dollars pour effectuer un balayage sonore du fond de l'océan Pacifique. Son équipe a trouvé quelque chose à 160 km de l'île Howland, dans les profondeurs de la mer. La forme ressemblait à un avion. Mais après 1 an de battage médiatique, la vérité est apparue. Ce n'était qu'une pierre. Romeo l'a bien pris. Il a fabriqué des t-shirts portant la mention « We find rocks », nous trouvons des pierres, et il a continué à chercher. Au début de l'année 2025, un nouvel indice est apparu. Une forme étrange est apparue dans le lagon de Nikumaroro, visible sur des images satellites et des séquences filmées par des drones. Les chercheurs l'ont baptisé « Objet Taraya ». Il se trouvait près d'une péninsule et correspondait aux théories sur l'endroit où l'avion aurait pu atterrir. Le Dr. Richard Pettigrew, archéologue de Reno, a mené une nouvelle expédition pour en savoir plus. Son équipe est sérieuse, scientifique et déterminée. Les recherches reprennent. Pendant ce temps, une autre équipe était à la recherche d'un objet encore plus petit, l'ADN. Un scientifique nommé Donghya Yang a commencé à extraire l'ADN de vieilles lettres qu'Earhart avait scellées avec de la salive. Si l'ADN correspondait à celui de parents vivants, il pourrait confirmer qui a touché les objets trouvés sur l'île. Ils ont également testé des os et des fragments provenant de fouilles antérieures, dont un os de doigt. Il ne s'agissait plus de suppositions. C'était de la science médico-légale. De vraies preuves, de vraies réponses. Près de 90 ans plus tard, les preuves continuent de pointer vers un même endroit. Amelia Earhart et Fred Noonan ont probablement atterri sur Nikumaroro. Ils ont survécu au crash. Ils ont envoyé des messages. Ils ont essayé de rester en vie, et ils sont morts là, sourds, en attendant une aide qui n'est jamais venue. La sauce, les bouteilles, les boutons et les émissions racontent la même histoire. Cependant, rien n'est